Alors, l'objectif de cette réunion, la situation politique et sociale aujourd'hui est extrêmement marquée par un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui réapparaît au devant de la scène politique. C'est la présence de secteurs de salariés féminins qui sont au devant de mobilisation et qui sont à la pointe de mobilisation contre les attaques du gouvernement Macron-Philippe. On a vu ce phénomène-là qui a commencé en vérité au moment de l'application de la loi Macron avec le travail du dimanche, qui était une attaque sans précédent contre les salariés des commerces et contre le Code du travail. C'était la première pointe qui permettait en fait la déréglementation du temps de travail. Et très vite, beaucoup d'organisations syndicales, de structures syndicales, avec beaucoup de militantes et de femmes salariées, ont commencé à se mettre en mouvement pour rejeter la loi Macron et questionner réellement le fait que les plus touchés par cette nouvelle loi, la question de l'ouverture du dimanche, la déréglementation du temps de travail, ce serait elle, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on le sait très bien, la femme salariée, elle subit à la fois l'oppression patronale, mais également l'oppression sociale, puisque avec la famille, avec les tâches ménagères, y compris même si son copain ou son compagnon est quelqu'un de progressiste, elle va toujours avoir des surcharges de travail en plus à la maison. Donc ça, c'est une réalité sociale dont on a tous conscience, qui concerne à la fois des pays, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, développés, que moi j'appelle les pays impérialistes, comme l'Europe, les États-Unis, mais qui prend des tournures et un aspect bien plus important et bien plus tragique dans le reste du monde, en l'occurrence la question du Maghreb, la question de l'Afrique noire, où la position de la femme est une catastrophe. Et on a également, bien évidemment, là où c'est le pire, c'est l'Inde, où on a le plus grand féminicide au monde, qui est organisé, soutenu par toutes les institutions de l'État, à travers des meurtres de femmes par année, qui est presque à 1 million par an, qui est énorme. Donc nous, effectivement, dans les pays impérialistes, on a la possibilité, en tant que femme, d'avoir encore des droits qui ont été acquis de haute lutte. On a encore des éléments où la religion a reculé, ce qui nous laisse des espaces de liberté. Et au niveau du mouvement ouvrier, que ce soit avec la question du Code du travail, que ce soit avec la question des conventions collectives ou même de l'accès à l'éducation ainsi que la laïcité, on a accès à énormément d'acquis qui nous permettent de nous réaliser et d'avoir, entre guillemets, une égalité à bien des terrains par rapport aux hommes. Et en tout cas par rapport aux hommes travailleurs, aux hommes salariés. Donc aujourd'hui, effectivement, quelques chiffres, quelques éléments, mais depuis le nouveau président, le 8 mai 2017, on se retrouve avec des mouvements qui ne touchent particulièrement presque que des secteurs féminins. Donc vous en avez entendu parler, on a eu des mouvements très importants dans l'hôtellerie, avec des femmes de chambre qui se sont mises en mouvement avec des conditions de travail extrêmement dures. On a également eu l'éducation qui a commencé. Donc je rappelle qu'en maternelle, on a 93% d'institutrices qui sont des femmes. En primaire, c'est 83%. En collège, là où je travaille, on est à 57%. Et après, en lycée, c'est encore moins. Donc c'est des corps de métier qui sont extrêmement féminisés. De la même manière, dans les services publics, là où on est à la pointe, c'est dans la santé. Donc pareil, au niveau de la fonction publique hospitalière et même au niveau des contractuels de la santé, la plupart des métiers sont des métiers féminins. Et on a également un autre secteur important que j'évoquais tout à l'heure, qui était les commerces, qui sont encore à la pointe, puisque là, vous avez entendu parler, donc en début d'année, suite à la loi travail, on va avoir un plan de licenciement chez Pinky. Donc les salariés sont en train de se mettre en grève. Et on a depuis lundi, à commencer chez Carrefour, un mouvement de grève très important, où les caissières et les vendeuses sont à part égale avec les hommes, pour empêcher les licenciements de 157 sites, ce qui fait des milliers de postes en moins. Donc là, on se retrouve aujourd'hui avec les femmes qui sont à l'avant-garde, et y compris, il y a des débats dans les organisations ouvrières qu'il n'y avait pas du tout avant, où on est en train de questionner, puisqu'on a également des gros problèmes de sexisme dans les organisations. Donc on a eu la question du PS. Donc vous l'avez vu, les copains de Solidaires, on en parle en début d'année, on a eu les cas de harcèlement dans l'UNEF, on a également des cas de harcèlement dans la JC, donc même des organisations de gauche ou d'extrême gauche sont touchées par le problème de sexisme, avec des militants syndicaux et des militants politiques soi-disant de gauche qui se comportent véritablement comme des porcs. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'effectivement aujourd'hui je préférais qu'on soit entre femmes, parce que y compris dans le milieu militant, le milieu de l'extrême gauche, alors moi j'ai la malchance d'être et noire et femme,
Mais effectivement, à chaque fois, on a des préjugés bien pensants. On ne peut pas s'assumer réellement en tant que militante syndicale. On a toujours affaire à des militants hommes qui expliqueront toujours les choses mieux que nous, qui passeront toujours derrière nous. Quand on monte dans les responsabilités, donc moi je suis à la CGT, on a toujours des militants CGT hommes. Dans le syndicalisme enseignant, par exemple, même si la plupart des salariés, des enseignantes sont des femmes, tous les responsables syndicaux sont des hommes. Pareil dans la santé et dans le milieu étudiant, c'est encore pire, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui avec la question du sexisme qui est en train de se mettre non pas d'un point de vue à part, comme on avait tendance à le faire, c'est-à-dire on était toujours avant sur, il y a les luttes des salariés, il y a les luttes des revendications de salaire, contre les fermetures d'usines, les grèves ouvrières, c'est une chose, et à côté, il y a la lutte féministe, il y a la lutte antiraciste, il y a la lutte contre l'homophobie, il y a la lutte pour la régularisation des sans-papiers. Eh bien non, tout ça c'est la même lutte, c'est la lutte du mouvement ouvrier, mais par contre, effectivement, il faut faire en sorte que ces questions-là, elles soient toujours intégrées en termes de revendications sociales et de revendications économiques. C'est pour ça qu'effectivement, la première revendication sociale qu'on a tenu, nous, à mettre dans le flyer, c'était la question de l'égalité salariale homme-femme. Égalité salariale homme-femme qui aujourd'hui est défendue par d'importants secteurs, y compris que nous, on caractérise le secteur de la petite bourgeoisie, c'est-à-dire ce n'est pas des gens qui ont des conditions de travail comme les femmes de chambre ou comme les caissières de Carrefour. Ça va être parfois des cadres, ça va parfois être des avocates ou des responsables, ou même parfois des secteurs complètement liés, complètement bourgeoises, qui disent « Ah, mais finalement, c'est important qu'on puisse être rémunéré de la même manière ». Mais derrière, le secteur qui pousse à l'égalité salariale homme-femme, c'est vraiment nous, c'est les femmes travailleuses. C'est vraiment celles qui, chaque jour, se retrouvent à avoir un salaire à la fin du mois qui est presque 40% moins élevé que celui des hommes. Et donc j'insiste réellement là-dessus parce qu'effectivement, on peut parfois avoir l'impression, nous on a participé à plusieurs initiatives féministes, où on a vu des secteurs extrêmement institutionnels, que ce soit du PS, avec Oser le féminisme, que ce soit des secteurs, voilà, par exemple du syndicat étudiant de l'UNEF, des choses comme ça, qui n'ont rien à voir, qui ne sont jamais là pour défendre jusqu'au bout les revendications. Et effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, celles qui vont les défendre jusqu'au bout, elles vont le défendre de la seule manière que comprend le gouvernement et le patronat, c'est la grève et la manifestation. Et aujourd'hui, on est en train également, la lutte féministe est en train de renouer avec les méthodes historiques du mouvement ouvrier. L'année dernière, vous le savez, il y a eu la première grève. C'est la première année qu'un 8 mars, on a déposé un préavis de grève interprofessionnel. La grève commençait à 15h40. Elle commençait à 15h40 parce qu'à partir de 15h40, on estime que c'est le salaire qui n'est pas rémunéré par le patronat. Donc de 15h40 jusqu'à 17h ou 18h, c'est toute une partie que les femmes salariées travaillent gratuitement par rapport aux hommes, en termes d'écart de salaire, ce qui correspond presque à 2-3 heures par jour, c'est énorme. Mais il a fallu attendre 2017 pour avoir le premier appel à la grève clairement un 8 mars. Avant, c'était des initiatives. Voilà, c'est pour ça que je dis, moi, je ne suis pas une conférencière, je ne suis pas une experte, non. Moi, je suis juste militante et femme. Mais il a fallu attendre un 8 mars pour qu'enfin je puisse m'exprimer en tant que syndicaliste réellement et faire pression pour dire non, je veux l'égalité salariale. Donc cette question-là, elle est au cœur des revendications et on peut nous voir comment est-ce qu'on va commencer à les mettre en avant. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'était la question des attaques qu'on a autour de nous et qui touchent également les femmes. Vous le savez, l'éducation, on parle de la privatisation, là on en parle à la fac avec la loi Vidal. Il y a un autre projet qui est mis en avant par le patronat et le gouvernement, c'est également la privatisation ou même la suppression carrément de ce qu'on appelle l'école maternelle, par exemple, de ce qu'on appelle les crèches, du planning familial, de secteurs entiers, de services entiers des hôpitaux. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on attaque des services publics qui sont liés directement à la santé des femmes, derrière, on est en train de remettre en cause l'accès à la libre conception, la libre disposition de leur corps, ou alors, encore une fois, la propre égalité qu'elles peuvent avoir. Si on prend l'Allemagne, par exemple, on a près de 40% des femmes qui travaillent à temps partiel. Parce que, comme elles ne peuvent pas scolariser leurs enfants, elles sont obligées de rester à la maison pour s'en occuper. Et pourtant, on ne dit pas, on empêche que vous scolarisiez vos enfants. À chaque fois, on fait ça. On sabote le service public, on le rend inefficace, de sorte qu'en fait, on force les gens à s'organiser différemment ou à faire appel à des entreprises privées ou à effectivement engendrer une baisse de salaire pour être sûr de pouvoir gérer après la vie de famille qui repose essentiellement sur les femmes. Donc effectivement, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on est vraiment dans
à la croisée des chemins parce qu'il y a la possibilité autour de nous d'expliquer à chaque fois que, eh bien non, en fait, que ce soit sur la question de la privatisation des services publics, de la remise en cause du Code du travail, les premières touchées, ce sera nous. Et notre méthode d'action, même si on peut en trouver d'autres, mais ça restera quand même la grève, la manifestation, l'occupation, sans aller sur des débats complètement idéologiques ou philosophiques. Il y a des choses toutes simples qu'on peut obtenir aujourd'hui et qui permettent d'améliorer la condition des femmes. Et nous, en tant que femmes salariées, rien qu'en défendant ces éléments-là, même si c'est nous qui avons le fait qu'on travaille, etc., mais on se défend pour améliorer la condition de toutes les femmes. Même si on sait qu'effectivement, c'est celle qui travaille qui peut faire grève, celle qui ne travaille pas, elle ne pourra pas faire grève. Mais en le faisant, on va pouvoir peser sur tous les secteurs. Et dans ce contexte-là, il y a une revendication qui est extrêmement importante, et sur laquelle je reviens également. Donc en plus, bon, voilà, il y a eu des tags qui ont été faits sur nos affiches, mais c'est la question de la laïcité. Vous êtes au courant qu'actuellement, depuis le mois de janvier, la révolution arabe a repris son cours en Iran. Voilà. Donc l'Iran, c'est un lieu, alors c'est pas un pays arabe, l'Iran, c'est un pays du Proche et du Moyen-Orient, mais certains spécialistes parlent de la reprise parce que c'est en lien direct avec le processus qui avait eu lieu en Tunisie, en Égypte et en Libye. Et là, effectivement, il y a des mobilisations extrêmement importantes qui ont lieu contre la dictature des mollahs. Et dans ce processus-là, celles qui sont à l'avant-garde, c'est les femmes. Et elles ont, dans leurs revendications, ce qui est posé clairement, c'est derrière la question de abattre la dictature des mollahs, c'est aussi la question de la laïcité, c'est-à-dire que la laïcité relève du privé et que ce ne soit plus de religion d'État, parce que derrière, effectivement, ce qu'elles sont en train de poser, vous l'avez vu dans les manifestations, beaucoup retirent leur voile en signe justement de rejet des mollahs, de rejet de la dictature. Et ça, c'est un mouvement qui est très ancien. Voilà, dans l'histoire de la révolution iranienne, ça a toujours été un élément important, la question de la laïcité, mais ce n'est pas posé seulement en Iran. C'est posé également dans d'autres États. Vous savez, par exemple, qu'en Palestine, en ce moment, il y a une jeune adolescente de 14 ans, Ahed Tamimi, qui est une militante palestinienne des droits de l'homme et qui a giflé un soldat israélien qui est en prison. Eh bien, effectivement, elle aussi, vous avez vu sur les photos, c'est une jeune militante qui rejette le port du voile et qui assume totalement et sa féminité et son rôle en tant que femme palestinienne au service de la lutte de la Palestine en général. Donc voilà, donc nous d'ailleurs, on sera à la manifestation, il y a un rassemblement samedi, on vous invite à venir, on n'a pas eu le temps de faire tout l'affichage, mais voilà, nous, en tout cas, on les soutient en tant que militante palestinienne et en tant que militante femme. Parce qu'effectivement, les résistantes palestiniennes, elles ont un rôle extrêmement important là-bas en Palestine. En plus, voilà, leur travail est complémentaire du travail des hommes. Elles réfléchissent vraiment par rapport à ça. Donc la question de la laïcité, c'est extrêmement important, puisque on a également, donc Laura reviendra dessus, je pense, après sur sa partie, mais le pape est allé au Chili. Donc en Amérique latine, vous savez que la religion catholique fait des dégâts. C'est véritablement la courroie de transmission de l'idéologie dominante, en sachant qu'en plus, effectivement, à l'époque des dictatures militaires, l'Église catholique, c'était vraiment le bras allié pour aller là-bas. Et donc, là, on a assisté à un mouvement de contestation de la venue du pape, qui est historique depuis la dictature. Donc, y compris, on est en train, le mouvement de lutte se réapproprie la question de la laïcité comme un acquis, en tant que travailleur, de demander à ce que la religion reste du domaine privé. Et derrière, vous le savez, parce que la loi de 1905, c'est la fin du financement des institutions religieuses. Et ça, c'est une revendication extrêmement importante, puisque vous savez qu'en France, par exemple, on finance encore des institutions religieuses, on finance encore des établissements privés. Le ministère de l'Éducation nationale finance des écoles privées. Voilà. Bon, la plupart, à 99%, elles sont sous contrat, elles sont confessionnelles, des écoles privées laïques, mais c'est très minoritaire. Donc effectivement, revendiquer la laïcité, c'est demander également que le service public soit financé à fonds public et que les cliniques privées soient financées à fonds privés. Parce qu'on est en train de dire aujourd'hui que le droit à l'avortement coûte trop cher, on privatise tout ce qui est services de gynécologie, d'obstétrique, etc., les plannings familiaux, mais on injecte des millions d'euros chaque jour dans les cliniques privées. Donc la laïcité, c'est vraiment une revendication qui est transversale, qui à la fois regroupe la question des financements, la question de la liberté de conscience, et qui du coup est la seule revendication qui permet l'unité. Parce que dans un mouvement laïque, on peut avoir justement des personnes de différentes confessions, mais qui défendent une même cause. Chose qu'on, pour l'instant, n'a pas pu être vraiment mis en avant parce que tout le monde joue son jeu et les lobbies religieux se jettent là-dedans pour diviser. Mais la laïcité, c'est vraiment un élément central.
Et donc je finis juste là-dessus, parce que donc on a également ce livre-là. Oui. Bonjour. Désolée. Pas de souci. Donc on a également ce livre-là qu'on vous invite à regarder, à acheter, qui s'appelle « Les femmes dans la Révolution russe ». Et là, je vais terminer là-dessus. Là, je suis militante syndicale, mais je suis également communiste internationaliste. Hein. Et l'histoire du marxisme nous montre que, la méthode du marxisme nous montre que les plus grands acquis pour les femmes ont lieu dans les processus révolutionnaires. Voilà, c'est pour ça que j'explique depuis tout à l'heure que la femme salariée, la femme travailleuse, c'est elle qui ira jusqu'au bout des acquis pour la femme tout court, parce que c'est elle qui n'a rien à perdre. C'est elle qui est prête à aller jusqu'au bout, elle n'a rien à perdre, à part le fait de ne plus être exploitée, justement. Et dans le processus, certains ont étudié le processus de la Révolution française, où déjà on avait des révolutionnaires qui étaient là. Bon, il y a eu la Commune de Paris aussi, où les femmes ont joué un rôle déterminant. Bon, moi, je connais Louise Labbé parce que je suis de Nouvelle-Calédonie et qu'elle est venue chez nous. Mais même à l'âme de gauche, pendant la Révolution française, on a questionné la déclaration de l'homme et du citoyen, pour être la déclaration de l'homme, de la femme et de la citoyenne et du citoyen. Donc vous savez, c'est des débats qui sont très anciens, y compris dans les milieux politiques et les mouvements politiques. Et effectivement, la première révolution qui a donné le plus d'acquis aux femmes, c'était la révolution russe. C'est la première révolution qui a donné le droit de divorce, qui a acté la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, dans une Russie où les religions proliféraient, et qui a également donné le premier État à avoir donné le droit à l'avortement, légalisé, encadré et médical, pour assurer la santé et la sécurité des patientes. La révolution espagnole également, les femmes ont joué un rôle très important. Ceux qui ont suivi ce qui s'est passé en Catalogne, vous avez vu qu'il y avait également beaucoup de militantes féminines et féministes qui se sont remis à l'avant de la scène. Donc véritablement, les processus révolutionnaires, les femmes ont toujours un rôle extrêmement important. Donc c'est elles qui permettent d'avancer jusqu'au bout pour obtenir la satisfaction de revendications sociales et économiques et la revendication de droits démocratiques. Et là, je termine juste là-dessus, excuse-moi Clémence, après je te donne la parole. C'est pour ça qu'on a tenu à faire notre affiche avec une citation de August Bebel. Donc certains là, le connaissaient peut-être ou pas. Donc je la relis. Hein. La femme est le premier être humain qui ait à éprouver la servitude. Elle a été esclave avant même que l'esclave fût. Donc cette phrase-là, elle est extraite du premier ouvrage théorique sur la question du féminisme, qui est La femme et le socialisme de August Bebel, écrit à l'époque de Marx, puisque c'était un contemporain, où effectivement, au moment où les luttes révolutionnaires commençaient, tout de suite se posait la question de comment satisfaire aux aspirations des femmes, qui étaient vouées objectivement à des conditions de vie et des conditions de travail catastrophiques. Et en expliquant qu'effectivement, il fallait à la fois se libérer du joug de l'oppression du capitalisme et le joug de l'oppression du sexisme. Les deux tâches combinées en une seule, à travers le mouvement, à travers les luttes, à travers la mobilisation. Voilà, je m'arrête là. Il y a des questions. Après, Laura interviendra. Clémence.